Après avoir analysé tout ça, va nous faire des conclusions sur cette agriculture urbaine et la filière. Ouais. Tout un défi. Je ne sais pas, je vais faire une conclusion. J'ai essayé de ramasser mes idées en après-midi pour essayer de faire une conclusion de la journée, peut-être voir vers où ça se dirige, peut-être aborder aussi des éléments qui n'ont pas nécessairement été abordés et que je crois importants à soulever ou à discuter. Parce que j'essaie de ne pas trop parler, de laisser du temps après ça aussi pour avoir une discussion, des questions, peut-être des nouveaux éléments qui vont être soulevés par les éléments que je vais amener. Donc, je vais aussi revenir sur des éléments qu'on a discutés ce matin. Des beaux projets, il y en a plein, on en a vu aujourd'hui, il y en a un peu partout. En Europe, en Amérique du Nord, bien entendu, on a parlé aussi d'Afrique, Amérique du Sud, Asie, dont l'agriculture urbaine, c'est une réalité. On ne peut pas se le cacher, ça ne va pas disparaître, c'est présent et ça ne fait que développer, ça va sûrement continuer à développer puisqu'il y a des gens qui veulent développer cette agriculture en ville. Donc ici, on a un exemple, Christine Aubry, INRA AgroParisTech, ce matin, a parlé de Brooklyn Grange, qui avait eu de l'argent pour les services écosystémiques. Effectivement, la ville de New York leur a donné 500 000 pour services écosystémiques. Alors, c'est très intéressant pour une ferme de recevoir une subvention comme ça pour un service qu'il donne à la ville. En fin de compte, c'est un moyen aussi, il faut comprendre que l'agriculture, en général, est subventionnée par l'État. L'agriculture urbaine n'est jamais subventionnée. Ce qui fait en sorte que la ville a décidé d'utiliser quelque part un programme qu'ils avaient pour donner une subvention à une ferme auquel ils croyaient. Mais effectivement, c'est une réalité. Ils retiennent de l'eau, ils font en sorte que l'eau arrive moins rapidement dans les égouts et que les citoyens ne se retrouvent pas avec un lac dans les caves ou les sous-bassements des maisons. Chicago a exactement le même programme aussi pour les toits verts de manière générale, mais particulièrement pour les toits verts agricoles, puisque le substrat est beaucoup plus épais, donc l'effet est beaucoup plus important. Et c'est un programme qui a été soutenu par les citoyens. Parce que même si les personnes ne faisaient pas l'agriculture urbaine, ils avaient des problèmes avec des débordements du système de gestion de l'eau. Donc, l'agriculture urbaine, c'est vraiment métabolisme urbain, service écosystémique. Ça fait partie de cette réalité-là et ça porte énormément le mouvement de l'agriculture urbaine. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'agriculture urbaine réussit à avoir des financements pour avancer. Un autre élément qui a été abordé, peut-être rapidement, on n'est pas revenu, de design. Je pense qu'il y a des paysagistes dans la salle. L'agriculture urbaine, c'est vraiment une question aussi de design. Les projets d'agriculture urbaine qui réussissent à s'installer et avoir une notoriété dans une ville, c'est parce que les citoyens les trouvent beaux. C'est pas fait tout croche, c'est vraiment quelque chose qu'on va développer, qui va être artistique, qui va embellir la ville. Et bien entendu, qu'est-ce que l'esthétique? On peut en débattre, les architectes, je ne sais pas si Emmanuel est toujours là, on pourra en discuter longtemps, qu'est-ce qui est esthétique. Mais quand même, les projets, vous avez ici un champ de salade, mais bien rangé. Hein. Les petites salades ne débordent pas, les couleurs sont différentes. On a travaillé quand même sur l'esthétique. C'est dans une bibliothèque à Chicago. C'est très visible, bien entendu, des fenêtres. Un projet à Montréal sur le Palais des Congrès. Donc, le Palais des Congrès est à Montréal, au centre-ville, mais vous savez, à peu près tous les Palais des Congrès, c'est 3 étages. Et comme ils sont en centre-ville, alentour, il y a quoi? Des tours qui font plutôt 20 étages. Et un toit d'un immeuble, c'est gris, c'est pas beau. Alors, ils avaient toujours des plaintes. Et en plus, alentour du Palais des Congrès, c'est des hôtels. Alors, ils disent, nos clients, ils viennent, plus qu'ils montent, plus que les chambres sont dispendieuses, mais moins la vue est belle parce que vous êtes là. Donc, le Palais des Congrès dit, c'est correct, on va faire quelque chose. Donc, ils ont investi, ils veulent continuer à investir parce qu'ils n'ont pas loin de 7 hectares de toit à couvrir. Pour l'instant, ils en font 1 hectare, mais ils veulent vraiment essayer de couvrir le plus possible pour vraiment arrêter d'avoir des plaintes de leurs voisins qui trouvent que le Palais des Congrès est inesthétique. Donc, le design, je pense, c'est un élément important dans la poursuite et dans le développement de l'agriculture urbaine. Autre chose, c'est abordé par différentes personnes. C'est des nouvelles approches. J'ai bien aimé Dudbon Farm qui disait c'est des fermes qu'on ne peut pas acheter parce qu'ils n'existent pas.
Donc, je veux devenir fermier, mais je ne peux pas acheter une ferme, elle n'existe pas, donc il faut que je la crée. Donc, c'est un peu ça, l'agriculture urbaine. C'est une nouvelle approche, c'est très design, c'est expérimental, c'est des fermes qui n'existent pas, qu'on développe et qui se font, grosso modo, partout. Ça dépend de l'imagination. Il y a des gens qui... Il y a un cas aux États-Unis d'une enseignante qui a décidé de partir sa ferme dans sa cave. Donc, des micro-pousses. Elle produit dans sa cave des micro-pousses. Voici 10 ans, on aurait imaginé que quelqu'un partirait des micro-pousses. On a Upcycle qui le fait à Rungis, dans les caves, qui devaient être à peu près abandonnées à l'époque, où vous avez des entrepôts. Mais là, on peut aussi produire dans des caves, donc en sous-sol, rapidement, et même c'est souvent des endroits idéaux pour faire ce genre de culture-là. Donc ici, c'est le Tokyo, on vient toujours à Tokyo, le Pasana Group, c'est aussi ce même immeuble où les employés cultivent du riz à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment un employé qui est sa pause de déjeuner, dîner pour un Nord-Américain, mais le déjeuner ici, donc sur l'heure du midi, il va chercher sa salade et il va après ça à la cafétéria la manger. Autre élément important au niveau de l'agriculture urbaine, ça va être l'intégration de cette agriculture urbaine-là dans la trame urbaine. Donc, réussir à redévelopper une trame, réussir à l'insérer et la faire accepter. Et on voit que ça se développe actuellement. C'est vraiment une demande. Donc, ici, c'est un cas qui n'est pas encore réalisé, mais qui est en voie. Mais c'est assez courant dans les villes du Nord qu'il y a des hippodromes. À Bruxelles, il y a un hippodrome abandonné. À Montréal, nous avons un hippodrome abandonné, 56 hectares, pas en plein cœur de la ville, mais il y a le métro à 250 mètres du site. Et l'avantage d'un hippodrome, en général, ils ont 100, 150 ans d'histoire. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu rien sur ces terrains-là, à part les chevaux. Et en général, ce n'est pas les chevaux qui vont contaminer un terrain. Ce qui fait en sorte que c'est des sols qui sont encore bons, disponibles pour faire l'agriculture urbaine. Là, c'est bien entendu, c'est la bataille entre le développement immobilier et l'agriculture urbaine, surtout dans le contexte où il y a une station de métro à 250 mètres. Mais la Ville de Montréal, ce qu'elle veut faire, c'est installer une ferme, parce qu'ils savent que ce ne sera pas développé avant 10 ans. On installe une ferme, et lorsqu'on commence à faire le développement immobilier, tranquillement, on modifie les projets d'agriculture urbaine, on les monte sur les toits, on les met entre les bâtiments, on les transforme plutôt en jardin collectif, en d'autres formes, mais on conserve quelque part la production alimentaire pour les citoyens. L'avantage, c'est que si on a planté des arbres fruitiers, dans 10-15 ans, bien, ils vont être plus matures. Donc, c'est intéressant. On peut déjà construire la trame urbaine. On peut déjà aussi construire le sol. Pourquoi ne pas envoyer sur ce terrain-là tous les déchets des champignonnières montréalaises pour recréer du sol? Upcycle en parlait. Donc, c'est pas une possibilité. Donc, ça fait partie des projets qui existent d'intégration dans la trame en lien avec la ville, avec son développement immobilier. Qui nous amène à la réflexion qu'il va falloir développer un urbanisme aussi agricole. Là, je ne vous demande pas de lire, c'est plutôt une image. Là, c'est l'urbanisme agricole, donc c'est tout un développement en se disant, mais il va falloir l'approche des urbanistes se modifie pour intégrer l'agriculture urbaine et l'intégrer aussi avec une réflexion sur les questions de mobilité, entre autres. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'intégration, c'est d'aller jusqu'à ce niveau-là aussi, vraiment au niveau de l'approche du développement, mais qui va être en lien avec, bien entendu, quel type de projet on met à quel endroit, mais aussi quel type de distribution aussi on met à quel endroit. Parce qu'on parle beaucoup de projets, mais on parle rarement de type de distribution. Est-ce que c'est circuit court? Est-ce que c'est d'autres types de circuits? Ce qui était intéressant, je vais peut-être aborder tantôt, mais on commence aussi à avoir des projets des distributeurs, j'appelle des distributeurs 2.0, mais actuellement, la distribution de l'agriculture ou de l'alimentation se fait avec des gros distributeurs qui en fin de compte, la seule chose qui les intéresse, c'est les supermarchés, donc c'est du grand mouvement alimentaire, mais les citoyens, dans le sens, il n'y a pas aucune voie souvent pour la distribution. Il y a les AMAP, il y a les ASC, mais il n'y a pas d'autres voies. Donc, il y a des choses qui se mettent en place, donc comme mon potager qui présentait, qui est quelque part un distributeur direct de l'agriculteur vers les citoyens et les citoyennes. 2.0 parce que ça passe, bien entendu, par une plateforme Internet
Donc, il y a quelques projets qui se mettent en place à ce niveau-là, qui marchent plus ou moins selon l'optique. En fin de compte, je pense que l'idée de mon potager, que ça soit aussi un ludique, ça l'aide beaucoup parce que le projet qui existait au Québec, qui s'appelait Provender, qui n'était pas du tout ludique, les gens n'aimaient pas y aller, donc à partir de là, ils n'ont pas été sur le site Internet parce qu'ils ne trouvaient pas ça, c'était pas assez cool. Donc, on a aussi abordé aujourd'hui, surtout ce matin, on parlait recherche, formation. Et c'est ça la question. Quand j'ai reçu la question, je dis oui, mais formation, il y a déjà beaucoup de formations. Il existe des formations. Alexandre Lefebvre de Jean Blou a mentionné qu'il fait des formations. AgroParisTech fait des formations. À l'UQAM, on fait des formations. L'Université Laval fait des formations. Plus toutes les écoles et autres qui forment les agronomes, les ingénieurs horticoles et autres. Il y a déjà de la formation. La question, c'est formation et recherche pour qui et pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on regarde la formation qui existe, c'est qu'elle n'est pas du tout appliquée aux personnes qui veulent pratiquer l'agriculture urbaine. Ce qui nous amène dans la grande question de co-création. Il faudrait peut-être faire de la formation et de la recherche en lien avec les gens qui sont sur le terrain, qui ne sont pas nécessairement des personnes qui sont à l'université ou dans la formation, c'est vraiment des gens qui sont en train de faire les projets. Et leur poser la question, quel genre de formation vous avez besoin? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Sur quoi on devrait travailler? Et peut-être qu'on aurait des réponses un peu différentes. Parce que la grande question actuellement, et ce que je remarque, c'est qu'on forme beaucoup de personnes qui accompagnent les projets, qui vont accompagner les villes pour avoir plein de projets en agriculture urbaine, mais après ça, il faut avoir des gens sur le terrain. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis en bas, c'est qu'il va falloir aussi des agriculteurs, des fermiers urbains. Et être un fermier ou être un agriculteur, que ce soit urbain ou pas, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en le faisant. Beaucoup de personnes ce matin disaient « Oui, mais on est fermier depuis 250 ans. » Mon père l'était, etc. Donc, il y a un apprentissage comme ça qui existe, qui est souvent pas là en agriculture urbaine, mais il va falloir le faire. Il va falloir que les entrepreneurs se mettent. Il va falloir des entrepreneurs avant qu'on commence vraiment à faire des formations qui vont être utiles pour eux, parce que actuellement, les projets que je connais, il n'y a pas d'employés. Les employés, c'est les fermiers. Ils sont tout seuls. Ils montent leurs choses. Et ils vont être deux, mais ils vont être deux entrepreneurs. Ils n'ont pas besoin d'employés parce qu'ils ont créé leur travail. C'est un peu le défi de la formation, c'est de dire, mais comment on peut former des gens qui peuvent rentrer quelque part dans une entreprise où il n'y a pas d'employés parce que ça ne s'est pas développé. Et les fermes urbaines, souvent, n'ont pas besoin de beaucoup de personnes. Tous les cas qu'on a vus, c'est toujours entre 2 et 6 employés. C'est rarement 20, 30 employés, à quelques exceptions près. C'est des grands projets. Par exemple, les fermes Loufa à Montréal, c'est 50 employés. Mais je peux vous dire que sur les 50 employés, il y en a 30 qui font les boîtes. Alors, c'est des gens qui ont besoin de formation nécessairement, et les gens qui travaillent dans la serre, ils sont 2. Donc, on a cette idée-là et d'y réfléchir, je crois que c'est important. Un élément qu'on n'a pas du tout abordé, et je pense que c'est important de l'aborder au niveau aussi, si on parle comment la filière horticole peut s'intégrer dans l'agriculture urbaine et comment aussi elle est actuellement absente. C'est peut-être un peu la réflexion qu'avant la journée, mais je me disais, la question, c'est comment la filière horticole peut rentrer dans l'agriculture urbaine. Je pense qu'il y a plein d'opportunités, on l'a vu aujourd'hui. Mais la question, c'est qu'actuellement, elle est absente. J'ai commencé à me dire, pourquoi on se pose la question-là? Et je me suis dit, en commençant à regarder ce qui se passait à travers le monde, je me dis, effectivement, tout ce qui est la filière horticole est oublié en général lorsqu'on parle d'agriculture urbaine ou lorsqu'on parle de politique alimentaire urbaine. Donc là, je vous ai mis des choses, on n'a pas parlé aujourd'hui, mais dans énormément de villes nord-américaines, ce qui s'est mis en place, c'est des politiques alimentaires, des conseils de politique alimentaire. Donc, un organisme qui conseille la ville au niveau de l'alimentation et de la production. Donc, c'est de l'agro-food system, donc du système alimentaire aussi agro, donc il pense l'alimentation et la production. Donc, Los Angeles Food Policy Council, le Chicago Food Policy Council, Detroit Food Policy Council, Toronto Food Policy Council, et là, on peut continuer, Vancouver, New York, etc. Montréal, peut-être un jour, on va voir qu'on y travaille, on n'est pas encore là, mais donc, ils ont beaucoup de ces éléments-là, et à chaque fois qu'on regarde ces
ces conseils ou ces programmes de ces conseils-là, ce qu'on remarque, c'est qu'on va parler d'agriculture urbaine, donc de production de légumes, on va parler de jardin partagé, de jardin communautaire. On va parler beaucoup de l'alimentation chez les jeunes, entre autres, donc essayer d'éviter qu'on ait plus de bio, plus de local, mais uniquement vraiment uniquement de la production maraîchère. Donc, un exemple ici, c'est celui de ce qui met en place actuellement à Montréal. Il y a 5 orientations qui est développée par Montréal actuellement. La première, enrichir l'offre alimentaire montréalaise. La deuxième, réduire l'empreinte écologique du système alimentaire. Favoriser l'accès à une saine alimentation. Promouvoir la saine alimentation et renforcer le maillage régional. Donc, bien entendu, on va essayer de faire en sorte que les producteurs maraîchers fournissent. Mais à mon sens, on oublie quelque part toute la question des semences, des pépinières. Parce que, en fin de compte, l'agriculteur, il pourrait acheter ses plantons n'importe où. Et chez nous, souvent, ils arrivent de New York, ils arrivent des États-Unis, ils peuvent arriver de très loin parce que ça coûte moins cher. On ne se pose pas souvent cette question-là. Et quand on parle des semences, on n'y pense carrément pas. Et donc, qui fournit les semences? Des grandes multinationales. La grande multinationale, pour la nommer. Il en reste à peu près qu'une, elle a acheté tout le monde, ou presque. Donc, c'est des réflexions, je pense, qui doit avoir lieu parce que c'est un élément important de la réflexion d'un système alimentaire durable et de l'agriculture urbaine. Parce que même les agriculteurs urbains, souvent, ils se posent même rarement cette question-là. Ils disent, ben non, je prends n'importe où mes semis, je prends n'importe où mes semences. Quelques-uns sont très conscientisés, mais très peu. Et lorsqu'ils vont voir, par exemple, il y a énormément je disais, il y avait 800 000 personnes à Montréal qui pratiquent l'agriculture urbaine, mais beaucoup vont dans les marchés pour acheter les plants de tomates et autres. Et on avait commencé à poser la question, on disait, oui, mais quand vous achetez vos plants, est-ce que vous réfléchissez à qui vous les achetez? D'où ils viennent? La plupart, ils disaient, ben non. Puis comme il n'y a pas d'étiquetage obligatoire, ça peut arriver de n'importe où. La seule chose qui est très valorisante, en général, si c'est bio, ils le mettent parce qu'ils peuvent le vendre plus cher. Mais pour le reste, aucune identification et les gens ne se posent pas cette question-là. Donc, là, et là, on parle de système alimentaire et je voulais mettre cette diapo-là pour montrer à quel endroit, quelque part, une filière horticole pouvait s'insérer. Parce que c'est un peu la complexité d'un système alimentaire régional. Bon, déjà, ce que je mentionnais, c'est, bien entendu, c'est souvent mis au centre. Bien, un système alimentaire, ça doit se baser sur les gens qui le vivent, sur les citoyens et les citoyennes. Donc, c'est vraiment les objectifs d'être définis là. Mais après ça, il va y avoir toute la question des intrants au niveau des graines, des travailleurs. Bien entendu, il y a des questions d'énergie, des fertilisants. Est-ce que c'est possible de développer des fertilisants locaux biologiques? On parlait des matières organiques ce matin. Matières organiques, compost, on peut facilement faire du lexivia. De ce lexivia-là, on peut faire un intrant, on peut faire un engrais. En général, ce n'est pas du tout fait. Et bien entendu, il y a rarement des subventions. À Montréal, il y a un organisme avec Compost Montréal qui essaie de faire ce genre de choses-là, mais ils essaient désespérément d'avoir du financement pour le développement économique et autres en recherche et développement. Ils sont incapables de trouver ça. Donc, il y a tous des endroits dans ce système alimentaire-là où il y a des entrées de différentes filières, mais dont, entre autres, la filière au niveau horticole, au niveau des plançons, et des semences, entre autres, et autres. Bien entendu, après ça, je pense que vous êtes mieux apte à voir les différents endroits où vous pouvez vous insérer en tant que filière. Et là, je restais un peu sur Montréal. Et sur Montréal, enfin, finalement, puis on va faire le tour. Je pense que je couvre l'entièreté des projets économiques qu'on pourrait attribuer à l'horticulture en agriculture urbaine sur l'île de Montréal. Ils sont 2. Relativement récents. Les 2 sont issus du mouvement de l'agriculture urbaine. Après un certain temps, ils se sont dit, ils voulaient se spécialiser. Donc, Olivier Ross, c'est un pépiniériste qui s'est dit, mais moi, je veux faire un pépinière. Il y a des arbres fruitiers, les gens ont besoin d'arbres fruitiers. Il a été beaucoup avec les fruits défendus. Il dit, ben, les arbres fruitiers arrivent grosso modo aussi de n'importe où, au niveau canadien, au niveau américain. Il dit, les espèces sont souvent pas du tout adaptées au monde urbain. Le monde urbain dans lequel on vit de forte chaleur, du stress. Et lui a dit, mais je vais développer.
des variétés qui sont adaptées. Je vais vouloir aller chercher aussi des variétés qui supportent, en fin de compte, des variétés de climat chaud, entre autres, mais qui vont supporter du froid. Donc, il a commencé à travailler avec des pêchiers, entre autres, parce qu'il y avait des pêches à Montréal pendant un certain temps. C'est complètement disparu. Parce que même si Montréal, il fait froid l'hiver, il fait très chaud l'été, et comme la façon que les bâtiments sont faits, ça permet de réussir à conserver des arbres fruitiers qui, logiquement, on a plutôt imaginé dans le sud. Donc, ils travaillent à développer des variétés qui permettent à mettre en monde urbain. Aussi des variétés qui sont un peu moins imposantes, dont la croissance est moins imposante, pour pouvoir s'insérer dans des cours arrière sans devenir problématique pour les gens qui veulent utiliser cette cour arrière-là. Autre exemple, c'est une horticultrice qui fait des semences, finalement. C'est un gros défi parce que les agriculteurs urbains, j'en parlais, les agriculteurs urbains ne conservent peu leurs semences, et quand ils conservent leurs semences, en général, c'est mal conservé. Et elle avait commencé ce travail-là dans son jardin communautaire à Montréal. Et bon, un jardin communautaire, c'est plein de parcelles collées l'une sur l'autre. La parcelle que la personne a elle-même, c'est 12 mètres carrés. Donc, imaginez, c'est de faire des semences sans avoir des mélanges. C'est très difficile. Donc, elle se levait le matin à 5 heures du matin pour fermer ses petites fleurs quand elles étaient pollinisées, pour être sûr qu'il n'y avait pas d'hybridation. Donc, c'est un travail de moine. Ça ne marchait pas toujours. Donc, elle s'est dit, je vais aller en périurbain, mais l'ensemble de son modèle économique est basé sur la vente de semences directement dans les jardins urbains et même avec certaines fermes urbaines qui se mettent en place, parce qu'après ça aussi, il y a des relations et la ferme urbaine, elle dit, je voudrais faire telle plante, est-ce que tu peux avoir les graines, est-ce que tu peux me conserver les graines et me développer quelque chose d'intéressant. Donc, c'est vraiment des relations qui se sont mises en place à Montréal, mais que d'Écosse certainement dans d'autres villes. Alors, je vous laisserai sur ça. Je ne sais pas, il doit rester du temps. Il doit rester du temps. Je n'ai pas pris une demi-heure. Non, je n'ai pas pris une demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions? Mais en même temps, je me disais, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Pas de questions prévues pour le clôture, mais s'il y a des réactions dans le public, elles sont les bienvenues. Des réactions ou des idées que vous avez vous-même, parce qu'en même temps, si vous avez des idées pour ce genre de filière, vous dites, on devrait faire ça, moi, ça m'intéresse. Parce que vous dites, oui, c'est vrai, je n'y ai pas pensé, parce qu'on ne pense pas, bien entendu, pas du tout à tout. Et des rencontres comme ça, c'est souvent ça qui nous permet de dire, oui, on pourrait regarder ça, développer ça, ou conseiller après ça des gens qui viennent nous voir. Parce qu'on est souvent, on est devant la scène, donc les gens ils finissent par nous connaître, ils viennent voir, est-ce que tu aurais une idée pour moi, parce que j'ai envie de faire ça. Alors, s'il y a des gens qui nous donnent des idées, après ça, je dis, il y a quelqu'un qui me parlait à Astranor, elle m'a dit qu'on pouvait faire ça. Tu as une réaction là-bas. Oui, ou une question. Oui, bonsoir, Daniel Gallet. Je suis producteur de plantes. Moi, je dirais depuis ce matin, je suis un petit peu... c'est une réaction, hein. Je dirais je suis un petit peu partagé, parce que j'ai découvert des choses que je ne soupçonnais pas. Je dois dire, je suis venu ici un peu avec beaucoup de retenue, parce que j'avais l'impression qu'on allait un petit peu écouter des rêveurs, hein, vu le thème. Et puis, comme on dit chez nous, j'ai été plutôt déçu en bien. Et moi, ce qui m'a... Faut que je mette mes lunettes. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de contradictions dans tout ce qu'on a vu. Et je vois qu'en production, on fait des progrès importants, on travaille le plus propre possible. Et puis qu'on est encombré de certifications qui ont bientôt comme objectif principal de déculpabiliser et de rassurer le consommateur. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que après, il y a des gens qui commencent à cultiver en ville, dans un milieu qui n'est pas vraiment propre, et qui se satisfaisent et qui sont très heureux de ce qu'ils ont trouvé en faisant comme ça. Et pour nous, quand on est dans la campagne, on est un peu choqués. Et je dois dire, il y a toute cette discussion dans le public par rapport à la culture hors sol, puis tout à coup, on les voit en ville faire des trucs dans des fermés, des légumes sans terre. Enfin bon, c'est contradictoire avec tout ce qu'on nous a toujours expliqué. Et moi, ce que je retiens de tout ça, que je trouve magnifique, c'est que, en fin de compte, maintenant que les urbains vont commencer à cultiver, ils vont peut-être comprendre ce qu'on est en train de faire dans la campagne. Ouais.
Alors voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Ouais. Très bonne intervention, j'adore. Déjà, je pourrais vous dire, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est quand les gens commencent à avoir un jardin, même un 12 mètres carrés, hein, là, donc c'est pas un agriculteur, on parlait tantôt, c'est un jardinier ou une jardinière, qui commence pour la première fois, puis ils finissent la saison, ils font « Ah, je comprends pourquoi mes légumes peuvent me coûter cher de temps en temps. » Et je pense que l'agriculture urbaine apporte beaucoup cette question-là. Parce que les gens se rendent compte que c'est pas si facile que ça. Et quand on augmente la superficie, ils se rendent compte que ça se complexifie. Donc, je pense que c'est un apprentissage. Et il faut comprendre que l'agriculture urbaine, c'est une pépinière, hein, pour les futurs agriculteurs. Si 80% des personnes vivent en ville, il faut comprendre que les fermiers, maintenant, les futurs fermiers dans le futur, risquent d'être des urbains. Ça fait partie de la réalité. Je vous dirais, par exemple, il y a un truc, le fait qu'on a l'image que la ville n'est pas faite pour la production, que la ville est polluée, que c'est incroyable, c'est une image que nous avons. Une image qu'on nous a inculquée que la ville, c'est sale. En réalité, la ville n'est pas nécessairement plus polluée que la campagne. Ce n'est pas nécessairement les mêmes polluants. En ville, on n'a aucun pesticide, on ne respire pas de pesticides. En campagne, je peux vous dire, les nuages de pesticides, ça dépend des régions dans lesquelles vous êtes, mais dans la région de Montréal, alentour de l'île de Montréal, parce que c'est défendu sur l'île de Montréal, c'est des champs de maïs qui sont traités avec des avions. Alors, il y a des moments où les gens doivent rentrer dans leur maison, ils ne peuvent pas être dehors. Et il y a la direction de la santé publique, donc le gouvernement au Québec a ce qu'on appelle des directions de santé publique qui sont là pour la santé et la sécurité. Ils ont dit, la première chose, ils ont dit, attends, il y a des fermes urbaines qui commencent à se développer, il y a du monde qui mange des légumes. C'est inquiétant, on va quand même en regarder. Donc, ils ont fait des analyses des légumes. C'est en dessous de toutes les normes européennes, canadiennes, et c'est à peu près équivalent à ce qu'on retrouve dans les supermarchés. Et bien entendu, quand je dis équivalent, c'est équivalent à toute la production canadienne dans les supermarchés. Parce que je ne sais pas si vous savez, au niveau national, une agence n'a pas le droit de faire des mesures sur des légumes qui ne sont pas poussés dans son propre pays. Puisque, ou du moins en Amérique, chez nous, parce que la norme qui s'applique, c'est la norme du pays d'origine. Nous, on mange beaucoup du Mexique. Les normes environnementales au Mexique, je peux vous dire que ce n'est pas les normes environnementales au Canada. Et là, je ne parle pas de l'ail chinois et autres qui nous envahissent, sur lesquels on n'a aucun pouvoir d'analyse. En même temps, je vous dirais que je suis très content parce que si c'était nos normes canadiennes qui s'appliquaient sur le fromage français, on ne mangerait pas beaucoup de fromage. Il y a un cas récemment où les rares fromages, les crus, un peu biologiques, un peu différents du Québec, qui étaient produits par des super bons fromagers, ont dû être envoyés à la poubelle parce qu'ils dépassaient les normes canadiennes, mais simultanément, les fromages français rentraient et eux, il y avait 10 fois la concentration, c'était pas grave. Mais bon, c'est une question de perception, parce que je suis sûr qu'ils n'étaient pas plus dangereux les nôtres, là, mais... Peut-être une dernière réaction? Eh bien, merci. Alors, je demande d'applaudir Eric, qui a fait tout le déplacement de Montréal pour venir nous voir.